Donc bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et puis je vais lire peut-être les quelques mots que vous avez envoyés. Donc notre conférencière s'appelle Stéphanie Metzger del Campo. Elle est médecin et poétesse. Elle a réalisé ses études de médecine en Argentine, à l'université de Buenos Aires, ville où elle a vécu et grandi. Oui. De retour en Suisse, à Genève, elle fonde en 2011 l'association NutriVida, qui est le siège pour l'étude de la transdisciplinarité entre l'art, la culture et la santé. Très active dans le réseau associatif genevois, elle développe des programmes d'inclusion citoyenne. Elle est également présidente de l'association genevoise de femmes diplômées des universités et elle est active dans la promotion de l'éducation des femmes. Certifiée en résilience et en santé publique, elle promeut des ateliers de mouvement et de développement de la perception dans la quête de la promotion de l'intégration entre l'âme, le corps et l'esprit. Elle est l'auteure de la danse des astroparticules, pièce de théâtre qui a été publiée par les éditions Electica. Donc Stéphanie, bienvenue. Et merci je rappelle beaucoup. le titre de votre conférence de ce soir. Contemplation, la perception comme moyen de dépasser les stéréotypes. Merci, c'est à vous. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Un beau parcours. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes et à tous. En fait, j'aimerais beaucoup remercier Verdiana Grossi, justement, et Pascal Bornet, et toute l'équipe du Lyceum Club International de Genève pour m'avoir invité ce soir à cet espace de partage. Et pourquoi pas à cet espace de contemplation. Alors, je suis heureuse de partager avec vous ce sujet auquel je porte beaucoup de soin et attention. Vous verrez que je consacrerai un moment à l'étymologie aramienne des mots. Et ceci est très important car quand nous allons à la racine aramienne des mots, alors les préjugés et les idées reçues s'évaporent. Et ceci est très important lorsqu'on est dans des débats. Vous verrez également que je vais poser différents éléments qui en apparence n'ont pas de lien, mais vous verrez qu'à la fin, lorsqu'ils seront tous posés, il y a un lien entre chacun de ces éléments. Je sépare par thématique uniquement dans le but de rendre l'exposé plus compréhensible. D'autre part, je préférerais si les questions elles peuvent se poser à la fin parce que comme ça j'ai le temps de poser tous les éléments parce que justement cette vision d'ensemble est importante pour la compréhension du sujet et pour ne pas perdre le fil. Donc voilà comme sera le déroulement de la rencontre. Nous allons parler tout d'abord de quel est le rapport entre stéréotype et contemplation pour ensuite dire quelques mots de comment les stéréotypes impactent notre sphère énergétique. Je lirai un extrait d'un livre dont je suis l'auteur, La danse des astroparticules, pour donner un exemple. En troisième lieu, je donnerai l'étymologie aramienne du mot sens et aussi des sens de perception. Et vous verrez à quel point c'est important. Et en quatrième lieu, je parlerai de pourquoi la création de l'association NutriVida. Excusez-moi, étymologie aramienne, qu'est-ce que c'est? Je vous explique. L'aramien est le premier alphabet du monde. Il date de 1800 avant notre ère, à l'époque du prince Hammurabi et d'Abraham. Et en fait, c'est l'alphabet à partir duquel toutes les autres langues sont nées. Et c'est pour ça qu'il est très important, parce que c'est aller à l'étymologie aramienne, c'est aller vraiment à la racine des mots. Même quand on ne connaît pas l'aramien. Même, bon, il faut connaître, mais moi, je vais vous montrer justement. J'ai fait des pancartes justement avec les lettres aramiennes, les mots en aramien, donc ça, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Je ne vais pas vous lancer comme ça, je vais vous expliquer. J'étudie l'aramien depuis un moment, donc c'est pour ça que je choisis de parler de ce sujet-là. Donc, il y a d'autres questions ou... Voilà. Donc, je vais commencer par quel est le rapport entre stéréotype et contemplation. Alors, dans un stéréotype, il y a un jugement.
Du moment que quelqu'un s'attache à un stéréotype, il y a un regard réducteur, un regard qui oublie l'observation du tout pour se positionner sur le détail et faire de ce détail le tout. Quand on contemple le tout dans la vision d'ensemble, on peut relativiser. Pourquoi? Parce qu'un point de vue s'endort, un autre point de vue apparaît, un autre point de vue peut se relativiser et un autre point de vue émerge. Et c'est justement cette émergence qui est tellement importante et précieuse, car en fait, elle est unique, elle est singulière et elle est propre à chacune et chacun de nous. Donc c'est cette vision d'ensemble qui est proche à un regard de contemplation. Une vision de contemplation qui permet d'aller du détail au tout et du tout au détail. Un regard contemplatif est un regard qui s'émerveille face à ce qu'il observe. Mais le contenu d'un stéréotype, généralement, ne stimule pas un regard de contemplation. Et donc, il n'est pas proche de l'émerveillement. Un stéréotype n'est pas porteur de cette émergence que je vous ai parlé précédemment. Et donc, un stéréotype ne provient pas de l'inspiration. Quand l'intellect peut descendre dans le cœur, comme dirait Jean-Yves Leloup, alors on est proche d'un phénomène d'inspiration. Lorsqu'on voit la beauté chez l'autre, en fait, on lui donne l'opportunité d'exprimer cette beauté. Mais ceci, le stéréotype ne le fait pas, parce qu'il ne voit qu'une portion de réalité chez l'autre. Maintenant, on va parler sur comment un stéréotype impacte notre sphère énergétique. En fait, nous, les êtres vivants, nous appartenons au monde du vivant, justement. Et comme nous faisons partie du vivant, alors nous baignons dans un champ vibratoire énergétique. Nous sommes de l'énergie et nous sommes de la matière. Les mots que nous émettons, les mots que nous déclarons, sont eux aussi dotés d'une fréquence vibratoire. Et donc, les mots que nous émettons et que nous déclarons ont un impact sur la sphère énergétique des autres. Et les mots que les autres déclarent sur nous ont un impact sur notre sphère énergétique. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on émet une étiquette chez l'autre? Eh bien, énergétiquement, nous sommes en train de la réduire. Pourquoi? Parce que la personne qui reçoit une étiquette doit travailler sur son champ énergétique vibratoire pour pouvoir rééquilibrer son énergie, pour pouvoir retrouver cette énergie qui lui est propre d'après ses souhaits et d'après ses vœux et qui ne correspond pas à l'énergie qu'elle reçoit par cette étiquette. Et donc on peut dire qu'il y a un décalage énergétique entre ce que la personne ressent par le collage de cette étiquette et ce qu'elle aimerait vraiment ressentir et qui est plus proche de ses souhaits. Et donc là, il y a un réajustement énergétique à faire, un rééquilibrage, et ceci peut se faire grâce à tout travail de conscience corporelle. Mais là, je toucherai un mot plus tard. Donc maintenant, je vais vous lire un extrait de La danse des astroparticules. Ça, c'est le livre dont je vous ai parlé. Alors, Sacha s'interrogeant à nouveau. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, on se transforme? Araucano, en se rappelant des faits. Il nous a collé des étiquettes. Sacha confirmant ce que dit Araucano. Oui, des étiquettes. Et cela à quoi bon? De quoi sont-elles responsables, les étiquettes? Araucano en cherchant une raison. Peut-être que tout à coup on croit à ce qu'il y a d'écrit dessus et on agit en concordance avec ce qui est écrit. Peut-être, dit Sacha pensif. Et Araucano ajoute, et on se définit à partir de cela et on oublie qui nous sommes réellement. C'est ça, dit Sacha. Et Araucano avec de l'initiative, parce qu'on est beaucoup plus de ce que dit l'étiquette. Oui,
mais l'étiquette a beaucoup de pouvoir. Araucano, à quoi penses-tu, Sacha? Même si on voulait sortir de l'étiquette, c'est comme si un magnétisme s'installait dans notre vie et nous forçait à sentir exactement ce qui est écrit dessus. Araucano, récupérant sa sagesse. Car ce qui est dit et déclaré crée notre propre réalité de perception. Sacha, cherchant une issue. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? Araucano, illuminé par une idée. Peut-être déclarer la réalité perceptive que nous voulons créer pour nous. Sacha, soutenant Araucano, exact. Car ce que nous disons nous définit et a le pouvoir de créer notre réalité perceptive. Araucano trouvant une logique. Alors, nous devons faire le chemin inverse de ce qu'a fait Diagnostic, à partir du chemin de la transmutation. Et comment le fait-on? Et Sacha répond, je pense que Maya connaît le secret, mais elle ne se réveille pas. En fait, sur ce passage, il y a deux personnages. Il y a Sacha et Araucano, que eux cultivent un regard de contemplation. À différence du personnage de Diagnostic, qui lui, comme il colle des étiquettes, il a un regard réducteur. Et donc, à un moment donné, ils disent, parce que l'étiquette, elle a un si grand magnétisme. Et en fait, pourquoi ils disent ça? Eh bien, justement, par ce magnétisme, ils font référence à cette énergie vibratoire qui se dégage des étiquettes. Et donc, comment ils font les personnages dans la pièce pour retrouver leur énergie qui leur est propre? Eh bien, par le chemin de la transmutation, pour retrouver ce regard de contemplation. Dans la pièce, ils le font par rapport au secret de la danse des astroparticules. Je ne vais pas vous raconter le secret de la danse des astroparticules, comme ça vous lisez le livre. Mais ce que je peux dire, c'est que ce secret de la danse des astroparticules, en quelque sorte, il est connecté, il est relié à cette conscience du corps. Vous verrez pourquoi. Donc, je fais un petit résumé. Jusqu'à maintenant, on a vu comment la contemplation et cette vision d'ensemble, comment la contemplation permet d'aller du tout au détail et du détail au tout d'une manière simultanée. On a vu comment le stéréotype, en fait, c'est cette vision qui est posée sur un détail, qui fait de ce détail le tout. Et nous avons vu comment le stéréotype et la contemplation ont un impact sur la sphère énergétique. Et nous verrons pourquoi ils sont liés. Maintenant, je vais vous parler justement de sens et perception en aramien et des sens de perception en aramien. Pour commencer, le mot sens, l'aramien, on le lit de droite à gauche. Le mot sens se dit hesh. Ça s'écrit avec un he qui symbolise le souffle et ça s'écrit avec un shin qui symbolise le temps. Le sens du goût se dit het avec un he qui symbolise le souffle et avec un tav qui symbolise la transmutation. Le sens de l'odorat se dit her. Ça s'écrit avec un he et avec un resh. Le resh symbolise cet homme en profil, cet homme qui se met en retrait. Le sens de la vue se dit hey. Ça s'écrit avec un hey et avec un yod. Le yod symbolise cette connexion à l'universel. Le toucher se dit hem. Ça s'écrit avec le he et avec le mem. Le mem, c'est cette mouvance, c'est la matrice. Et le sens de l'ouïe qui se dit hesh, comme le mot sens, que nous avons vu, he, et le shin, le temps. Donc, pourquoi c'est important que je vous parle des sens en aramien? Eh bien, parce que nous voyons, d'une part, que le sens de l'ouïe se dit de la même façon que le mot sens, perception. Et ceci n'est pas banal. Ceci nous montre à quel point le sens de l'ouïe, il est hiérarchiquement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'écoute pas qu'avec les oreilles. On écoute avec tout le corps.
D'autre part, c'est important parce que vous avez vu que chaque sens de perception commence par un he. Et le he symbolise le souffle. Et le souffle, c'est la porte d'entrée pour aller à cette conscience du corps. Et donc, lorsqu'on pose l'attention sur le souffle, on est plus proche de pouvoir relâcher toutes les représentations mentales et les stéréotypes qui en découlent. Et là, je vais vous citer Maître Eckhart qui dit « Il faut que sorte du cœur tout ce qui peut se nommer ceci ou cela, et tel est le cœur détaché. » Et donc, pour atteindre cet état de détachement, il faut passer par le corps et sa conscience. Et ceci ne peut se faire que si on passe par le souffle. Nous voyons à quel point il est important de passer par le souffle pour accéder au corps et ainsi pouvoir relâcher des stéréotypes et des représentations mentales. Tout ceci nous le montre la lettre He de l'aramien. Dans un état analytique, nous ne sommes pas attentifs au souffle. C'est que lorsqu'on pose l'attention sur la respiration et sur le souffle qu'on peut aller à cette conscience du corps. Donc on peut dire que le souffle est relié à la contemplation. Pourquoi ? Parce que comme on a vu précédemment, la contemplation, c'est cet état de vision d'ensemble. Et d'autre part, le souffle en étant cette porte d'entrée de conscience corporelle, nous met en lien également avec un état d'ensemble. Les sens participent donc à cette contemplation. Et ici, j'arrive à un point très sensible. Pourquoi ? Parce que nous verrons à quel point le corps et sa conscience sont importants pour accéder à cette zone qui habite à l'intérieur de nous et qui n'a pas de nom. Et là, je vais vous citer Saramago, qui est un écrivain et journaliste portugais. Je vous le cite en espagnol et après je traduis, et qui dit « Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre, y eso es lo que somos. » À l'intérieur de nous-mêmes existe quelque chose qui n'a pas de nom, et c'est justement cela même que nous sommes. Pourquoi j'aime cette citation ? Eh bien, car elle met en relief l'importance de cette zone qu'on pourrait nommer sacrée et qui est détachée de tous les noms et qui habite à l'intérieur de nous. En fait, lorsqu'on est collé d'étiquettes ou lorsqu'on colle des étiquettes sur les autres, est-ce que nous tenons compte de cet espace qui ne peut pas être nommé et qui forme le mystère même de la personne que nous avons en face ? Bien non, on ne tient pas compte de cet espace. Et la grande difficulté de réduire la personne que nous avons en face de nous par un stéréotype est que tout d'un coup, on prétend appliquer un modèle à une zone qui n'est pas modélisable. Et donc ici, je vais faire une analogie avec une citation de Maître Eckhart qui dit « Pour entrer dans le vide de l'infiguré, au-delà des images, de l'indicible, au-delà des mots et de l'impensable, au-delà des concepts. » Cette citation nous montre à quel point cet espace ne peut pas être abordé par l'analyse mentale et donc uniquement par un cerveau gauche, mais si elle peut être abordée par un état de contemplation et par toute cette conscience du corps. Et donc ici, je vais faire une parenthèse pour vous raconter quelque chose. L'énergie lumineuse qui se transforme en matière chimique chez les plantes grâce à la photosynthèse est présente dans les aliments que nous consommons. Nous sommes matière et énergie vibratoire. Et dû à cette conformation, la résonance fait partie de notre palette de perception. Et donc, nous avons la capacité de raisonner grâce à notre cerveau et sa logique résonante, mais nous avons aussi la capacité de raisonner grâce à notre palette de perception. Et c'est ici que nous retrouvons ce que je vous disais auparavant,
sur ce que les mots que nous déclarons émettent et dégagent des fréquences vibratoires. La bonne nouvelle, c'est que cette zone de Saramago qui ne peut pas être nommée est plus proche d'être raisonnée que raisonnée. Dans ce sens, quand on raisonne, on est dans le champ de la contemplation. Et lorsqu'on raisonne, on est dans le champ de l'analyse. Et donc, dans ce sens, la contemplation permet de dépasser des stéréotypes car elle raisonne et est capable de se mettre en phase avec cette zone dont parle Saramago qui ne peut pas être nommée. Philippe Bobola, qui est un physicien, parlerait de fusion, c'est-à-dire la fusion de nos vibrations avec celles de l'environnement, et ceci grâce à notre capacité de raisonner. Et donc, pourquoi je fais cette parenthèse? En fait, pour vous montrer à quel point nous sommes matière ondulatoire vibrante et comment nous avons besoin de cette conscience du corps pour développer la résonance de notre corps, qui est essentielle pour y accéder à cette zone sacrée et ne pas la harceler de mots, de stéréotypes ou de modèles. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on y parvient à la contemplation. Lorsque cette zone qui échappe à tout nom, à tout concept et à toute image est raisonnée par quelqu'un d'autre, raisonnée comme ça, par quelqu'un d'autre, alors il n'y a plus besoin de mettre des noms. Parce que la contemplation, la résonance induit un état de contemplation qui se suffit à lui-même. Et donc nous voyons à quel point la sensibilité et sa palette de perception sont à la base de cette conscience corporelle et comment le souffle est la porte d'entrée. Et donc cet état de contemplation surgit à partir de la reconnaissance de cet état, de cet espace dont parle Saramago. Donc, je vous fais un mini résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nous avons vu la contemplation en rapport avec les stéréotypes. Nous avons vu comment la contemplation et les stéréotypes impactent notre sphère énergétique. Et nous avons vu comment le souffle est la porte d'entrée à ce corps, à cette conscience du corps. Comment, pour approcher cette phase qui ne peut pas être nommée, dont parle Saramago, on peut aller avec la conscience corporelle, et comment la contemplation qui jaillit de ce moment-là, en fait, c'est un état qui se suffit à lui-même et qui donc est détaché de tous les noms. Et c'est dans ce sens-là que la contemplation est un moyen de la perception pour dépasser des stéréotypes. Donc maintenant, je vais vous parler de Nutrivida, de cette association que j'ai créée en 2010. En fait, cette association a été créée pour donner lieu à l'étude justement de la transversalité entre l'art, la culture et la santé. Cette association soutient les présupposés anthropologiques que je viens de vous mentionner. En fait, j'ai toujours été aimante de l'interdiscipline et du transdisciplinaire car pour moi, ceci s'avère d'une grande importance pour ne pas tomber justement dans des catégorisations étanches. Quand les frontières sont imperméables, alors des idées reçues et des préconcepts se génèrent à l'intérieur et ensuite ceux-ci font partie d'un héritage culturel. Perméabiliser les frontières pour permettre le transdisciplinaire d'agir est un moyen, à mon avis, de trouver des réponses que seul le champ de connaissances en question parfois ne peut pas répondre. Et ici, je vais vous citer le théorème de Gödel à propos de la physique. Gödel dit, dans un système logique, certaines choses, pourtant vraies mathématiquement, ne pourront jamais être démontrées à moins de sortir des limites de ce système. Selon Gödel, un tel système ne peut s'expliquer lui-même que s'il se réfère à quelque chose à l'extérieur du cercle. Autrement dit,
Pour que notre univers puisse être expliqué, notamment dans sa cause, il faut donc se référer à quelque chose qui lui est extérieur. Ce quelque chose se situe nécessairement en dehors du cercle qui symbolise, dans notre exemple, la limite de l'univers. En fait, ceci est par rapport à la physique et à la création de l'univers, mais moi je pense qu'on peut extrapoler ceci à d'autres niveaux. Et donc, juste pour vous donner un exemple pratique et quotidien de ce que veut dire Gödel, par exemple, vous pouvez tracer un cercle autour du livre que vous tenez entre les mains. Or, sa présence chez vous ne peut s'expliquer que si vous vous référez à la librairie où vous l'avez acheté, laquelle se trouve bien sûr hors du cercle que vous avez tracé autour du livre. Et donc, ce théorème m'inspire la pensée suivante, et c'est que les paradoxes issus d'un champ de discipline peuvent se dépasser dans un champ de discipline voisin. En fait, dans chaque champ de connaissances, il existe des éléments qui sont cohérents avec ce système et d'autres éléments qui sont antinomiques. Mais le paradoxe est justement que les deux sont issus de la même source. Et ce n'est qu'en empruntant des outils de la discipline voisine, à mon avis, que ces paradoxes peuvent être dépassés. C'est pour cela que la perméabilité des membranes est tellement importante. Et là, je vais vous donner l'exemple de la membrane cellulaire. La membrane cellulaire, elle est dotée de différents systèmes de transport, justement pour favoriser cet échange entre milieux extracellulaires et milieux intracellulaires. Et ceci est inscrit dans notre biologie cellulaire. Donc, pour revenir à Nutrivida, Nutrivida repose donc sur l'étude de ces trois disciplines, de l'art, la culture et la santé, car chaque champ de connaissances se nourrit mutuellement et réciproquement. Et c'est ainsi que des présupposés anthropologiques issus d'un champ de connaissances peuvent se dépasser à chaque fois grâce à cette interrelation. Donc on peut dire qu'il y a des processus créateurs et des processus créatifs qui se mettent en place pour répondre à ce que énonce Gödel dans son théorème. C'est comme si chaque champ de connaissance écoute, et là on revient à la conscience du corps, écoute le champ voisin en favorisant ainsi l'échange et l'inspiration. Et donc là on revient aux lettres aramiennes. Et si on associe le souffle, la lettre He au savoir, on peut dire que le savoir animé du souffle se transforme en connaissance. S'il n'y a pas la participation de la conscience du corps, lorsqu'on aborde le savoir, celui-ci reste au stade de savoir et n'accède pas au stade de connaissance. Mais si le souffle y est associé, alors on accède au stade de connaissance. Et donc, pour revenir à Nutrivida, je dirais qu'elle inclut cet abordage du corps par la création d'ateliers de danse et poésie. Parce que je suis poétesse, je pense qu'à l'intérieur de nous habite un poème qui nous est singulier pour chacun et chacune de nous. C'est par la conscience corporelle que nous pouvons retrouver cette poétique du geste, à partir d'un travail de réajustement énergétique et de rééquilibrage énergétique. Je reviens aux lettres aramiennes pour les mettre encore une fois en lien avec cet état de contemplation. Et donc, dans un état de contemplation, il est important de tenir compte du yod qui nous relie à l'universel, la lettre Resh qui nous montre à quel point il est important d'être un peu en retrait, un peu en recul par rapport à des réactivités immédiates. La lettre Mem nous montre à quel point la mouvance est importante dans un état de contemplation, c'est-à-dire comment on peut aller de cette vision du tout à la vision du détail et comment on peut aller de la vision du détail pour aller à la vision du tout de manière simultanée. La lettre Shin
nous montre à quel point il est important de prendre du temps également. Et la lettre Tav nous montre à quel point la contemplation induit la transformation du regard et donc la transmutation de situation. Et donc, si la contemplation jaillit, on peut être étonné de ce qui surgit de neuf chez l'autre. Et donc là, c'est important parce que les préjugés ou les idées reçues, finalement, ce sont des idées arrêtées. Il n'y a pas cette mouvance de la lettre même que nous avons vue. Et donc, l'observation, elle ne reste posée que sur un détail. On a besoin de la mouvance de cette lettre même pour aller du tout au détail et du détail au tout. Et en fait, ce n'est que dans cette mouvance qu'on peut découvrir ce qu'il y a de neuf chez l'autre. Et quand nous sommes capables de cela, alors on peut passer de voir à contempler, d'observer à contempler. Si je devrais donner une image métaphorique de Nutrivida, je dirais que c'est une bulle de poésie qui se pose en ville pour amener un regard de fraîcheur, un regard de contemplation. Et ceci, pourquoi c'est important? En fait, parce que grâce à l'interdiscipline et à la poésie, nous pouvons revenir à la promotion de cette intégration entre l'âme, le corps et la santé, comme le faisaient les thérapeutes d'Alexandrie dans l'Antiquité. Les espaces de contemplation que propose Nutrivida sont importants car ils sont à l'écoute de ce souffle qui rend vivantes les structures et les champs de connaissances pour se réinventer à chaque fois et pour dépasser des stéréotypes et des présupposés. Platon disait que la science s'est passée d'un étonnement à un autre. Eh bien, cultivons cet étonnement. Cet étonnement qui est relié à l'émerveillement et que l'émerveillement est relié à la contemplation. Une contemplation qui s'étonne du renouveau et qui met à l'écart les préjugés. Cet étonnement de nous découvrir nous-mêmes ou comme ce voyage que nous proposent encore une fois les lettres aramiennes avec le lac Lek. Lac Lek va vers toi pour aller vers l'autre, où nous trouvons le Lamed, le guide, le Aleph, le prince et la force, le Kaf, ce don inconditionnel, de nouveau le guide avec le Lamed, le He, le souffle et le Kaf. Et donc, j'ai envie de vous laisser avec cette phrase, le souffle nous est donné avec la force du prince qui nous guide. Merci beaucoup. Merci.